travailler avec la perspective de marché, etc., locaux, etc. Là, vous faire entrer un designer, déjà, c'est un étrange individu, et d'autant plus que la question qui s'est posée, c'était face à des métiers d'art, donc des gens qui se considèrent eux-mêmes porteurs de savoir-faire, mais aussi d'une dimension créatrice, comment ils arrivent à se situer par rapport à un designer qui, lui, n'a pas de savoir-faire défini en termes de métier, mais qui apporte quelque chose et qui reste à définir. Mais l'idée de départ aussi dans ce pôle, c'est que les métiers d'art, souvent, donc c'est des métiers de tradition, avec des savoir-faire traditionnels qui sont là depuis, qui sont développés depuis des siècles. Mais en même temps, ils souhaitent s'inscrire dans la modernité. C'est des gens qui vivent comme tout le monde. Et voilà, on est à Nontron, mais on n'est pas... et à Nontron, on n'est pas dans les arts et traditions populaires, même si on a le couteau de Nontron qui est très ancien, qui a une forme très traditionnelle, et qui travaille, eux aussi, ils travaillent avec des designers. Mais l'idée, c'est de vraiment s'inscrire dans la modernité et de développer ces savoir-faire, pas sur un mode de reproduction de formes traditionnelles. Donc c'est de manière légitime aussi qu'ils ont envie de rencontrer des designers, et c'est aussi pour ça que on monte aussi des expositions en relation avec l'art contemporain pour créer des passerelles, des échanges. On essaye toujours de les sortir de leurs ateliers aussi, quoi, parce que voilà. Mais eux, ils sont en demande de ça, de rencontres. Est-ce que tu peux parler de ces rencontres et sur la question là peut-être la plus sensible, celle de la création, la question qui traverse les métiers d'art et qui traverse évidemment le design. Moi j'ai rencontré donc 4 personnes, 4 artisans. Il a fallu prendre en compte des contraintes qui étaient vraiment très différentes. Alors les premières contraintes qu'on se dit de prime abord, c'est les ateliers, c'est leur mode de production, c'est ces choses-là. Mais c'est avant tout, lorsqu'on est sur un échange de création, c'est leurs envies. Et il y en a certains qui n'ont pas les mêmes envies, les mêmes disponibilités, le même cœur à se dire on va échanger sur un projet avec un designer qui nous vient tout droit de Paris et qui a peur qu'on leur fasse des objets qui soient tout blancs et qui soient... Enfin, on me l'a dit, hein, on dit ça. Donc par rapport à ça, on se retrouve confronté à différents problèmes. L'idée, moi, ce que j'ai vraiment voulu faire, c'est que ce soit un échange, on va dire, qui ait autant de participation de la part de l'artisan que du designer. C'est bien évidemment impossible. Enfin, en tout cas dans mon expérience. Parce que déjà, il est impossible de quantifier la dose de participation à un projet. Peut-être qu'on peut expliquer, là, en fait. Là, c'est la 4e résidence, et on en est à un petit peu un bilan, parce qu'on s'est aperçu aussi que le résultat des autres résidences, parfois on n'arrivait pas à lui donner la suite qu'on aurait voulu, on n'arrive pas à lui donner l'impulsion qu'on aurait voulu. Il y a à chaque fois eu une production. Nathalie Crasset, elle a réalisé du mobilier pour l'espace métier d'art, donc il y a un des 2 lieux qu'on a dans Nontron. Godefroy de Virieux, il a réalisé des objets en châtaignier, donc lui, il a trouvé... Mais il y a un éditeur carrément qui édite ces objets, maintenant, Limousin. Et puis Stéphania Di Petrillo, elle a réalisé tout un ensemble d'objets avec 10 artisans. Et c'est vrai que là, par contre, on n'a pas eu toujours la suite. Et les résidences de l'art en Dordogne, ça fonctionne sur un mode de convention où le designer a l'entière propriété intellectuelle en fait de ce qui a été réalisé. Il a également la propriété des prototypes. Et c'est vrai que dans ce modèle du pôle des résidences de design et métiers d'art, il y a quand même une forte participation des professionnels métiers d'art, ne serait-ce que parce qu'ils arrivent avec leurs matériaux, leurs ateliers, que certains ont leur empreinte de toute façon, ne serait-ce que dans leur manière de faire, ne serait-ce que dans la main, dans la production. Et selon la manière de travailler avec les uns ou les autres, il va y avoir une part plus ou moins importante de création qui vient aussi de l'artisan d'art. Et donc en fait, c'est un petit peu notre question en ce moment, et c'est un petit peu ce qui nous préoccupe, c'est comment faire pour essayer de trouver un équilibre justement
pour qu'on reconnaisse aussi cette part-là aux artisans d'art en fait. Ouais, la question aussi, c'est faut-il donner exactement la même part de création lorsqu'on fait un projet à deux? Et est-ce qu'il est nécessaire de faire 50-50 ou est-ce que il y a des choses à établir, ou est-ce que il y a une idée d'un moment où on se dit peut-être on va être le compositeur d'un objet et puis l'artisan ou quelqu'un d'autre viendra l'interpréter, c'est-à-dire on va le dessiner et puis on va laisser aussi libre à l'artisan de l'interpréter, quoi. Donc voilà, il y a des pistes peut-être comme ça un peu qui se dégagent. Et on pourrait dire aussi que toi tu peux être l'interprète aussi, mais d'autres choses, c'est l'interprète aussi du territoire et de ce que tu as vu. Ouais. Donc il y a une double... Et toi tu peux composer quelque chose pour eux, mais tu es aussi l'interprète de ce que tu as vécu en fait sur la résidence. Mais bon, c'est vrai que là on rentre dans des points un peu techniques sur les... Mais... Non, alors... On va aborder la question économique là dans quelques minutes, mais pour peut-être dans la continuité de ta démarche, moi je m'étais penché sur les 3 dernières résidences. On l'avait évoqué ensemble d'ailleurs lors de notre dernière rencontre, et la manière dont chacun des designers s'est engagé dans cette résidence avec son bagage culturel, sa vision même de cette question du territoire. Alors, je m'étais amusé à essayer de conceptualiser chacune de ces démarches. Matali, qui, dans le document qui a été réalisé, perçoit l'artisan comme un expérimentateur pour l'industrie. En ça, elle se réfère de manière explicite au Bauhaus. Et en fait, son travail que l'on voit sur l'écran, c'est une recherche d'une forme universelle qui va être ensuite laissée à l'appréciation de chaque artisan en fonction de son métier, qu'il soit en relation avec le bois, avec la céramique ou avec le métal. Je crois aussi que l'objectif de Matali, c'était pas forcément de réaliser quelque chose en objet, mais de chercher un lien, quelque chose qui transcende les métiers. Je pense qu'elle leur a vraiment transmis aussi des méthodes, elle les a aidés à voir leurs ateliers différemment, à voir leur production différemment, à utiliser leur savoir-faire différemment. Mais et du coup, je pense que les objets, les réalisations, c'était presque secondaire. Tout à fait. Oui. D'ailleurs, elle travaille sur un composant et libre à chaque artisan de l'utiliser dans ses créations. Il y a eu ensuite la démarche de Godefroy de Virieux, qui lui s'est intéressé particulièrement à une spécificité locale. C'est-à-dire, il a finalement laissé de côté tous les métiers que l'on trouve dans d'autres territoires, et il s'est intéressé particulièrement au retin de châtaignier. Oui, ça c'était une demande particulière, et on avait travaillé sur cette résidence avec le parc naturel régional Périgord-Limousin, et c'était une période où il travaillait beaucoup sur châtaignier. Bon, il continue, mais c'est vraiment là, il lançait ça, donc en fait on avait demandé spécifiquement de travailler avec ces professionnels-là, donc c'est-à-dire les feuillardiers, les vanniers en châtaignier. Donc là c'était particulier. Hein. Donc apparemment c'était même très difficile d'aller dans les ateliers, de rencontrer. Et puis il y a certains designers qui ne savaient pas du tout ce que c'était. Et au final, l'idée c'était de leur permettre d'avoir des productions nouvelles. Et puis finalement c'est quelqu'un qui a pris les choses en main, qui a édité les produits, qui a même acheté des machines supplémentaires. Donc, mais c'était une belle expérience par contre, et c'est une belle réussite. Ouais. D'ailleurs, il y a certaines pièces qui sont éditées aujourd'hui. D'accord. Et puis, il y a eu la 3e résidence de Stéphania Di Petrillo, qui vous pourrez qualifier d'approche un peu complémentariste, puisque à travers la notion d'art de la table, elle fait travailler une communauté d'artisans, chacun dans sa spécialité, autour des arts de la table, depuis la table, les chaises,
jusqu'aux couverts, aux assiettes. C'est Alors, une thème... autre démarche et une autre manière aussi de percevoir cette communauté d'artisans, de métiers d'art. Là, on voit qu'il y a vraiment des personnalités différentes. Hein. Donc, Stéphania, le thème, c'était contenu-contenant, donc c'était un petit peu vaste aussi comme thème. Et il y avait 10 artisans qui étaient volontaires sur cette résidence-là. Et elle, par contre, elle s'est donnée comme objectif de vraiment tous les faire participer au projet. Et donc, c'était vraiment pas évident de les rassembler tous autour d'un thème commun. Donc elle a créé cette table malle. Donc c'est une boîte comme ça qu'on ouvre et puis on peut déployer une table pour 12 personnes. Et c'est aussi, du coup, c'est devenu toute une histoire, cette malle. C'est un objet symbolique. Et c'est une table qui rassemble les artisans, c'est une table qui rassemble des symboles de notre région, qui rassemble ses savoir-faire, qui rassemble ses savoir-faire, la nourriture aussi en fait. Tous les produits locaux. Donc, par exemple, elle a travaillé sur la boîte de conserve parce qu'elle a vu qu'on faisait encore pas mal de conserves. Donc, elle a travaillé sur cette esthétique-là. Elle a travaillé avec de la porcelaine. Elle a travaillé sur le couteau de Nontron, sur les fruits qu'on trouve dans la région, avec le châtaignier aussi. Enfin, voilà. C'est un peu une ambassadrice, en fait, du pôle métier d'art. Donc là, on voit trois résidences, trois manières différentes de l'aborder. Toi, Jean, comment tu te situes? Moi, j'ai quelques idées, mais je vais peut-être te laisser faire une sorte d'auto-analyse sur la manière dont tu t'es engagé et quel fil tu as essayé de suivre. Alors, pour l'instant, d'autant plus que les projets ne sont pas entièrement finis, hein, c'est difficile d'avoir du recul là-dessus. Seulement moi, la manière dont je les ai envisagés, ça a été de se dégager, de partir un peu, de prendre un peu le contre-pied d'un système de création duquel j'avais l'habitude. C'était de me dire, je vais revenir encore aussi un petit peu en avant. Ce que je trouvais intéressant dans ce travail, dans le travail des artisans métiers d'art, c'est qu'il y avait et qui était relié aussi un peu à l'idée de développement durable quelque part, c'est qu'il y a une idée d'une économie, on en avait parlé donc lorsque le VIA est venu nous voir, une idée d'une économie locale qui a véritablement une importance. Et moi je trouvais ça avait d'autant plus d'importance qu'aujourd'hui, on peut parler de l'industrialisation de masse. On se pose de plus en plus de questions, cette industrialisation de masse. Est-ce que ce ne serait pas une alternative de parler de cette économie locale? Alors, pour valoriser ça et pour dire que ça a véritablement sa raison d'être, je me suis intéressé à la matière de ces artisans et donc à leur savoir-faire en me disant on va essayer de la valoriser un maximum sans pour l'instant se poser la question de quelle application on va donner aux objets que je vais faire. Et on est parti sur vraiment l'expérimentation formelle pour ensuite lui donner des applications. Alors ensuite, peut-être on peut rentrer, parce que je rentre un peu dans les projets. Oui, bien sûr. Je travaille d'abord avec donc 4 artisans. Le premier était céramiste et il a la particularité qu'il a un four qu'il a fabriqué lui-même, qui est un peu incroyable, qui est un four Anagama, ça s'appelle. Donc ça fait une dizaine de mètres de long. Là, voilà, c'est dans son jardin. Il a fabriqué ce four. Et pour cuire les pièces, il faut monter donc à une température de 1300 degrés. Donc pour monter à 100 températures, il faut 3 jours. En se relayant une dizaine de personnes jour et nuit qu'on alimente en bois pour monter à cette température. À l'intérieur, là, la cuisson là, qui a eu lieu il y a un mois, à l'intérieur, il y a 300, 400, 500 pièces des céramistes de la région qui se rejoignent pour les mettre à l'intérieur. Et puis ensuite, ça cuit. Donc on monte pendant 3 jours, ça cuit pendant 2 jours. Il faut 1 semaine pour l'ouvrir. Donc c'est vraiment une notion aussi de temps assez incroyable. C'est vraiment un four quasiment archaïque sur le principe de cuisson. Et puis qui a toute une notion d'aléatoire dans ces trucs-là. Donc ce four est immense. Et moi je me dis, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des pièces qui sont très grandes. Donc on est parti sur d'abord d'expérimentation avec Tristan sur des grandes pièces. En se disant, on va mettre des longs tubes, ça fait 3 mètres de long, on va mettre des longs profilés comme ça.
Et puis on ne sait pas encore vraiment ce qu'on va en faire au fur et à mesure. On se dit tiens, ça va peut-être faire des bancs, ça va peut-être faire des étagères. Donc on a fait une première cuisson, on les a sorties et puis on les a toutes cassées au bout de 2 jours, hein, parce qu'évidemment ça marche pas du tout des pièces trop longues comme ça. Parce que la céramique, en fait, quand elle est fragile à certains points, mais elle est fragile aussi lorsqu'on fait des longues pièces parce qu'elle rentre en résonance.